Madame, Messieurs, bonsoir et c'est toujours un réel plaisir de nous retrouver pour 45 minutes d'échange, d'interaction et d'entrevue avec d'éminentes personnalités du monde scientifique et socio-culturel de la République démocratique du Congo pour aborder toutes les questions liées au développement de la République démocratique du Congo. Vous le savez, l'émission Lengo RDC ne s'appuie pas que sur l'actualité politique, mais tous les éléments qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège de tomber sur un ouvrage qui parle justement de l'un des endroits qui font la promotion même de la richesse culturelle, scientifique, mais aussi minière de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement la ville de Goma. J'ai la joie d'avoir sur ce plateau le professeur Jean-Paul Seguiobé Bigira. Je vous dis bonsoir professeur. Bonsoir cher Blaise. Content de vous retrouver sous cette atmosphère chaude de Kinshasa. En effet, je dirais que ça fait une année qu'on s'est vu, mais pas exactement une année, mais c'est en 2020, je pense que j'ai eu le privilège d'être reçu par vous lors d'une émission. Et voilà, je crois que vous me taraudez, vous ne voulez pas me lâcher. Et pas du tout. C'est avec plaisir que je me retrouve encore avec vous. Merci beaucoup professeur. Les grandes lumières, on ne se laisse pas loin de ces grandes lumières-là. Je vous reçois, professeur, parce que je rappelle que le professeur est un élu national, député national élu de la circonscription électorale de Rutshuru, si je ne me trompe pas. Et vous siégez au Palais du Peuple, vous êtes un scientifique, vous siégez au Palais de la Science, justement, de la République démocratique du Congo. Et vous en êtes très fier, ça je le sais. Mais professeur, je vous reçois pour que nous parlions de cette richesse que je ne saurais mesurer, que vous avez contenue dans un ouvrage, l'Université de Goma, entre répétition et invention. Vous avez été pendant 8 ans recteur de cette université. Je voudrais d'abord connaître ce que représente justement la ville de Goma à vos yeux. Bien, merci beaucoup. Je pense que la ville de Goma d'aujourd'hui, elle est en expansion, mais elle a toute une histoire. Évidemment, laquelle histoire, on ne sait pas la relater un peu de temps, mais une histoire très riche, riche en événements et qu'il faut connaître. Parce que les gens voient une ville aujourd'hui qui est d'ailleurs cosmopolite. Je dois dire que c'est vraiment l'une des grandes villes de la République qui est cosmopolite, mais qui a eu à évoluer, je ne dirais pas en temps d'ici, mais qui avait eu à avoir plusieurs maîtres. Les gens qui ont eu à la diriger ou qui la convoité. Je commence un tout petit peu dans les livres d'ailleurs, un peu plus à l'école à l'époque coloniale. Je vois d'abord comment les Belges ont eu à la prendre, les Allemands qui étaient à côté, qui colonisaient le Rwanda et qui avaient des ambitions sur la ville. Mais la ville n'avait pas cette extension d'aujourd'hui. C'était une toute petite cité. Avec 70 habitants. 70 habitants, mais qui va petit à petit s'agrandir, justement avec les Belges. Lorsque les Belges ont eu à hériter le Rwanda et puis ensuite le Congo. Et elle va évoluer jusque la veille de l'indépendance. Et ensuite, je crois les années 60, 70, elle était là, mais une activité déjà économique remarquable. L'essor économique qu'on pouvait voir à partir de l'agriculture, l'agriculture des milieux environnants, Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, tout autour de la ville. Et petit à petit, on a une ville qu'on a aujourd'hui. Mais la ville de Goma aussi, on ne peut pas parler de son histoire sans parler de l'histoire du volcan. Et notamment Nyiragongo. C'est un volcan qui n'est pas éteint, même si jamais on dit que il y a des volcans éteints. Je ne sais pas, les géologues peuvent nous dire s'il y a des volcans éteints. Mais en tout cas, le volcan de Nyiragongo, lui, n'est pas éteint. Il est toujours en activité. D'ailleurs, pourquoi on le dit que c'est une ville touristique?
les touristes peuvent, je ne fais pas la promotion peut-être de Nyiragongo, de Parc National de Virunga, mais franchement, quand vous montez sur le sommet de Nyiragongo, vous savez bien voir la lave qui est en activité. Et ce volcan a eu à envahir au moins à 2 reprises depuis que je suis né, parce qu'il y a eu d'autres éruptions volcaniques bien avant, à 2 reprises la ville de Goma, et l'a détruite en partie. Mais l'esprit de Goma, l'esprit entrepreneurial que vous avez à Goma, amène à ce que, quelques années plus tard, on construit encore sur les laves. Et aujourd'hui, c'est une ville belle, mais qui est construite essentiellement, surtout dans sa partie centrale, sur des laves. Et d'autres pensent que même l'épicentre du volcan se trouverait au centre-ville. Mais c'est une belle ville et agréable à visiter, où il fait beau vivre. Le climat n'est pas comme celui d'ici. Je ne dis pas que c'est aussi mauvais de vivre à Kinshasa, mais il fait. Oui, absolument. Mais en tout cas, une ville qui m'a accueilli récemment comme recteur et pendant près de 8 ans comme à la tête de cette institution. Mais pourquoi, professeur, vous avez marqué les esprits en étant recteur de l'université de Goma pendant 8 ans? Avec beaucoup de tractations, vous avez refusé. J'ai lu votre ouvrage. Vous êtes revenu sur les insistances, paix à son âme, du professeur Léonard Machakomamba, qui vous a pratiquement emballé dans une histoire que vous craignez, vous étant reparti entre vos écrits, entre les appels scientifiques de l'Europe, ainsi de suite. Mais vous avez finalement été dans l'obligation de participer à l'essor intellectuel de la ville de Goma, une ville qui pourtant n'avait pas une... Si je ramène ma pensée à votre ouvrage, n'avait pas une identité... Une culture universitaire comme... exact. Comme Bukavu, par exemple, comme avec Bukavu. l'ISP, ainsi de suite. Oui. Pourquoi avoir accepté ces challenges-là? Mais je dois dire que Machako était visionnaire, paix à son âme. Je l'ai dit d'ailleurs dès l'exorde du livre. Il me connaissait bien avant, mais il me voyait professeur à l'université de Kinshasa. J'allais donner cours à Bukavu. Il y a d'ailleurs beaucoup maintenant de mes collègues que j'ai formés. Je suis très content. Étudié à Bukavu, et oui, Bukavu aussi, une ville que je connais, qui m'a formé aussi. Et j'allais souvent à Bukavu et je revenais. Mais il m'a posé la question, Machako, mais pourquoi tu sautes la ville de Goma? Je dis, bon, Goma, je n'ai pas assez d'opportunités, mais au fait, je n'étais pas très sincère parce que Goma avait encore l'image assourdie de cette ville où il y a l'insécurité, toutes les guerres de l'Est, de la RDC commencent par Goma. Et moi, je venais de faire presque 20 ans sans y arriver. Donc cette peur m'habitait encore au point que pour moi, aller, même passer à Goma faire une semaine, pourtant c'est chez moi, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, Machako a tenté, il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas commencer à aller donner cours et puis tu vas voir peut-être qu'il y aura une certaine accoutumance, tu vas accepter de vivre là. En tout cas, j'avais des refus polis, mais à un moment donné, ils me disent que tu ne peux pas aller recteur à Goma. Je lui ai dit, je vais réfléchir, Excellence, mais il a compris que je ne voulais pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a encerclé, comme je le disais tout de suite. Je crois qu'il a étudié mon milieu. Alors, il est allé voir. À l'époque, j'étais conseiller au ministère de la Justice, chez le ministre Luzolo Bambilesa. Je crois qu'il est allé lui faire un mot. Et il a utilisé d'autres personnes, mes anciens amis. Je vois comment Tchishambo a eu à jouer un rôle important là-dedans. Et il savait qu'on se connaissait bien. Il a fait un mot au grand frère Marcelin. Et du coup, j'ai vu 3, 4, 5 personnes qui m'appellent, qui essaient de me sensibiliser, de me rassurer, à la limite de me pousser en disant que je risque d'être lâche si je ne veux pas aller là. Et voilà comment je me retrouve à Goma, mais sans savoir ce qui m'attendait. J'aurais su que c'était une tâche aussi ardue. En tout cas, j'aurais choisi la facilité. Et la facilité pour moi, c'était de refuser. Refuser tout simplement d'aller à Goma. Voilà comment je me retrouve à Goma. Voilà maintenant, parlons maintenant justement de cette université de Goma, que l'on appelait dans l'imaginaire des Gomatraciens ou Goméens, ça dépend, Kinyumba. Kinyumba, exact. Vous en donnez une aura particulière que les gens s'imaginent que l'université de Goma
a les allures infrastructurelles de l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, l'université de Kinshasa, mais ils découvrent ça. Mais vous en donnez une aura particulière avec une formation que je pourrais qualifier d'authentiquement liée à l'intellect du recteur. Mais comment vous êtes parvenu à échafauder cette Torah qui dispose de l'université de Goma? Au fait, quand je partais, je pensais que l'université de Goma avait des infrastructures comme les universités normales. L'université de Kinshasa où j'ai étudié, ou l'université de Lubumbashi où j'ai eu à faire des conférences et des cours, ou l'université catholique de Bukavu, etc. Mais j'arrive effectivement, les Kinyumba qu'on connaissait lorsqu'on était tout jeune, c'était le campus universitaire du lac. Je crois qu'il y a eu un gouverneur, je crois que c'est le gouverneur Seroufouli qui a essayé de réhabiliter. Et là, vous y trouvez pas seulement l'université de Goma, plusieurs institutions d'enseignement supérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la tour de Babel, parce que lorsque les étudiants ne se comprennent plus, c'est déjà le départ d'une bagarre. Alors, je dois tout de suite dire que pour l'université de Goma, la grande difficulté, ce sont les infrastructures. Donc, j'arrive dans une institution avec plusieurs priorités, plusieurs chantiers. Chantier au sens des infrastructures, mais aussi chantier au sens de l'esprit universitaire. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais je trouve que pour moi, je considérais qu'une université devait être autre chose que ce que j'ai vu. D'abord, au niveau du corps enseignant. Je ne trouve que 8 professeurs pour toute l'université qui avaient plus de 8 facultés. 8 professeurs, je crois qu'une vingtaine de chefs de travaux, autour de 29, et plusieurs assistants, mais ils n'étaient pas nombreux. Et des étudiants, évidemment un personnel administratif qui était là. Alors, il fallait d'abord comprendre comment les choses fonctionnaient. J'ai pris le temps, mais je n'ai pas pris assez de temps pour comprendre. Et je ne comprenais pas comment un assistant pouvait être titulaire d'un cours. C'était pas possible. Dans ma tête, même un chef de travaux, lorsqu'il n'est pas encadré par un professeur, dans ma tête, je n'ai jamais vu un chef de travaux donner cours. En tout cas, aucun chef de travaux ne m'a donné cours lors de mon parcours universitaire. Bien sûr qu'il pouvait, et il a une certaine ascendance sur l'assistant, il pouvait bien donner des TP, ou alors venir discuter avec des cours certains chapitres, mais avec l'encadrement, sous l'encadrement, la surveillance du professeur. Voilà le premier chantier que j'ai trouvé essentiel. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait recourir à l'expertise extérieure. C'est comme ça que, c'est vrai, j'ai trouvé que l'université de Goma ramenait ou recourait quand même à certains professeurs de Kisangani, dans certains domaines, de Kinshasa, de Butembo, Lubumbashi aussi un peu. Mais moi, j'ai systématisé ce recours-là. Il fallait pour tous les cours les titulariser par un professeur. C'est comme ça que beaucoup de professeurs sont venus de Kinshasa, de Kisangani, d'Europe, notamment pour la faculté de géologie, de Bukavu, de Butembo et du Rwanda. D'ailleurs, il y a un professeur qui donnait un cours de pharmacologie, mais c'était un Congolais, mais qui était plutôt à l'université de Butare. Et voilà comment on a commencé. Mais je dois vous dire que ce n'était pas facile, parce que effectivement, j'ai trouvé des résistances qui viennent d'où? Ces chefs de travaux, ces assistants qui étaient titulaires de cours, se retrouvent dans leur mission ordinaire. La mission, la vocation, la mission d'un assistant, d'un chef de travaux, c'est de suivre un enseignement donné par un professeur. C'est celle de donner des TP, des travaux dirigés ou des travaux pratiques, sous l'encadrement du professeur. Du coup, ces anciens, entre guillemets, professeurs ou titulaires de cours, mais ayant un statut d'assistant et de chef de travaux, se retrouvent derrière un enseignant en train d'aller maintenant donner des TP devant des étudiants qui les considéraient comme des grands messieurs. Exactement. Alors, ça créait un mécontentement. Et tout de suite, là, on a dit, non, ce monsieur doit partir. Il veut nous arracher d'abord le prestige, les honneurs qu'on avait, mais aussi un pouvoir financier. Parce que maintenant, on ne paye plus les titulaires de cours comme assistants, c'est les profs qu'on paye, et on paye la prime de prestation
au grade d'assistant et au grade de chef de travaux. Alors, la manipulation a commencé, mais là-dedans, les étudiants et encore que aussi les professeurs qui viennent et surtout ceux qui étaient sérieux, rigoureux, ont amené une autre manière d'enseigner, une autre méthode de voir les choses. Tout au début, les étudiants ne se sont pas vite adaptés et beaucoup ont échoué. Et les échecs de ces étudiants ont aussi été la base de beaucoup de grognes et de révoltes en disant que voilà, ils ont échoué parce que le recteur a amené des professeurs. Donc le recteur, finalement, sa mission, ce n'est pas de nous aider, c'est plutôt de nous faire échouer. Alors il fallait trouver toute une pédagogie pour expliquer que, en fait, c'est pour leur bien, celui qui maîtrise la matière, c'est celui qui a été accrédité à ce sujet, qui a un doctorat, qui est nommé comme professeur, et pas ces gens qui ont été formés, surtout certains, dans des conditions de Goma, des conditions de guerre. J'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines lacunes dans les chefs de certains assistants. Ils ont compris cela plus tard. Et bon, cette pédagogie d'explication, de communication, nous a aidé à pouvoir convaincre beaucoup d'étudiants. Et voilà comment on est parti. Et je pense que la notoriété de l'université de Goma est partie aussi de là. Surtout la qualité de l'enseignement. Évidemment, on a dû appliquer d'autres réformes qui venaient du ministère de la tutelle. Mais voilà pour la petite histoire, comment je commence. Mais ce n'était pas facile. Mais c'est parti. Et les étudiants ont mordu et ils ont aimé. Et je pense aujourd'hui qu'ils réclament maintenant les professeurs. Si on prive de professeurs de qualité des étudiants de l'université de Goma, ça pose un problème. Et là, l'université de Goma va être maintenant compétitive d'abord dans la ville, ensuite dans la province, et puis dans la région, la sous-région. Je peux vous dire que par exemple, pour les étudiants de droit, plus d'une fois, ils nous ont ramené des coupes. Oui, ça coupe régionale, on y reviendra. Oui. Mais voilà, donc on est parti. On est parti avec une bonne faculté de médecine, mais des profs qui venaient d'ailleurs ou d'un peu partout. Une faculté de géologie où on avait des... Donc bref, une université qui va émerger, qui va compter et qui va avoir des points même sur la liste, hein, la liste de pointage des universités d'abord de la RDC. Je pense que l'université de Goma a marqué beaucoup de points. Elle est dans les 10 premières universités, meilleures universités de la RDC. Alors, professeur, tout en essayant en bon intellectuel d'ignorer la gangrène infrastructurelle qui vous rongeait pendant votre direction 8 ans durant, mais vous aviez quand même initié un planning, une planification pour disposer des bâtiments propres à vous. Je vais à la page 429, vous dites: en attendant de disposer de suffisamment de moyens pour ériger des bâtiments dignes d'une université moderne, il y a eu des appels d'offres à la suite des cérémonies de levée des fonds. Quelques bureaux d'études se sont présentés jusqu'à ce que vous aviez porté un choix judicieux sur des bureaux d'études et des études topographiques ont été menées. Il fallait peut-être le souligner par la maestria, entre autres, de Al Kitenge, qu'on ne présente plus, un scientifique rompu. Et c'était quoi en fait le souci? Il fallait impérativement à ce que vous puissiez doter l'université de Goma des infrastructures qui seraient proportionnelles à son aura nominative ou au niveau de la nomenclature au Kaba. Tout à fait, exactement, parce que bien sûr l'esprit est là, la qualité de l'enseignement, mais dans quelles conditions on travaille? Les infrastructures restent aussi un pont essentiel dans la formation et même tout simplement dans les conditions de travail des enseignants comme des administratifs. Et comme on voulait avoir une clinique universitaire, alors il fallait absolument qu'on ait nos propres bâtiments. Parce que la faculté de médecine, je rappelle, elle fonctionne encore au niveau de l'hôpital provincial de Goma. Alors, au niveau du minerval des étudiants, mais c'est de l'argent, mais je dois dire que ce n'est pas vraiment grand-chose. À moins que les choses aient changé, mais de mon temps, le Minerval, c'est autour de 200, je l'ai dit sincèrement parce qu'il faut que les gens le sachent, les étudiants allaient mentir aux parents pour qu'on leur donne un peu plus d'argent, 269 $ dans les classes de recrutement et 264 $ dans les classes montantes. Voilà le Minerval, sauf pour la faculté de médecine, c'était 300 $. Je ne sais pas si les choses ont changé, mais voilà le Minerval. Les frais académiques, on devait
que les étudiants devaient payer. Et là-dedans, je préfère le dire parce qu'on a tendance à penser que l'université avait tout cet argent pour elle. Non, il y a des quotités à payer, il y a plusieurs rubriques. Je n'entre pas là dans les détails, mais il y a des rubriques à payer au niveau de la tutelle, au niveau du secrétariat général, au niveau du conseil d'administration. Donc, bref, vous ne disposez pas de tout cet argent. Mais aussi, il y a une rubrique des efforts de construction. Et là, on devait piquer $20 d'efforts de construction pour essayer de booster, entre guillemets, les chantiers que les universités ou les institutions supérieures pouvaient avoir. Alors, quand j'arrive, mon prédécesseur avait déjà commencé un chantier. Je dois dire aussi que mes prédécesseurs ont eu la bonne idée, je les ai salués, la bonne idée d'acheter des terrains. L'université de Goma a 2 grands terrains, à Mugunga et puis à Boulengo. Même si par moment on a été dans plusieurs procès, parce que vous avez des riverains ou des autochtones qui veulent récupérer ou prendre une petite portion du terrain de l'université. Alors, il fallait trouver de l'argent. À un moment donné, le BCECO nous avait promis qu'il allait nous aider et construire des bâtiments comme il avait fait pour certaines institutions. On m'a même demandé un plan, des études qu'on a menées rapidement. J'ai été reçu au BCECO. En tout cas, on a envoyé les études au BCECO, mais on n'a jamais, ça date déjà de plus de 6 ans. On n'a jamais eu de réponse. Mais il fallait commencer quelque part. Mais je vais tomber sur le monsieur, c'est Al Kitenge, vous l'avez soulevé. On va échanger. Mais il me dira, mais avec cette histoire de $20, vous ne saurez jamais construire des bâtiments dignes d'une université. Et il me fait un calcul. Il me dit, voilà, il me pose la question, vous avez combien d'étudiants? À l'époque, on avait autour de 4000, mais ils ont 4100, 4000 et quelques. Mais le nombre, je crois, avec la concurrence des institutions dans la ville, est en train de diminuer. Il me dit, mais voilà, prenons 4000 fois $20, c'est 80 000. Est-ce que les étudiants payent cet argent d'un coup? Non. Parce qu'il y a même certains qui attendent la fin de l'année pour commencer ou penser à payer une partie du Minerval. Donc, vous ne savez pas disposer de ces 80 000 $ tout de suite. Et puis, il n'y a pas que la construction, mais les autres réparations. Vous savez, dans la ville, il y a des casses où il y a beaucoup de réparations à faire. Où est-ce qu'on devait trouver l'argent pour réparer? Par exemple, une porte ou une fenêtre, ou chercher à faire des petites annexes dans des bureaux. C'est toujours dans cette enveloppe de frais de construction. Elle me dit non. Il faudra absolument trouver une autre manière de doter l'université des bâtiments à travers un fonds de housing. C'est là qu'il va me proposer l'idée de lever de fonds. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien l'université, aussi bien dans la ville, dans le pays et ailleurs. Nous allons commencer dans la ville, présenter le projet et ensuite on va aller un peu plus loin. Mais pour cela, il faut mener des études. Alors, il a fait beaucoup de choses d'ailleurs gratuitement. Hein. Beaucoup de choses, je dois vraiment le saluer. Al Kitenge, il a un sens élevé, je crois, je ne dis pas du patriotisme, parce que c'est un terme aussi politiquement chargé, mais c'est un monsieur qui aime bien, qui voudrait bien voir le Congo aller de l'avant. Alors, il m'a envoyé des ingénieurs et qui ont fait des études topographiques. Et à côté de cela, il me dit, nous devons numériser. Il faut numériser l'administration de l'université. Il y a un programme ERP qui va nous vendre, nous amener, il va nous envoyer des experts qui vont commencer à former nos administratifs pour commencer à numériser tous les circuits, donc administratifs, financiers, tout. On a commencé, mais des résistances ont amené à ce qu'on n'aille pas plus loin. Je regrette aujourd'hui parce que si on l'avait fait avec cette histoire du corona, on serait en train de faire comme en Europe, avoir des cours à distance. Voilà, donc il y a eu la levée de fonds, mais déjà, on avait un compte où on mettait cet argent de construction. Et c'est ce compte qui va nous permettre de commencer, disons, de terminer d'abord les chantiers que j'avais trouvés et d'ouvrir
le campus de Mugunga. Le campus de Mugunga a été inauguré par nous et il y a des auditoires, il y a des cours qui se donnent. Aujourd'hui, il y a même un laboratoire de mycologie qui sera installé et c'est comme ça que nous avons évolué. Et lorsque j'ai quitté, j'ai dû finalement, avec ce plan que nous avons eu après les études de Kitenge et d'autres ingénieurs, lancer le début des travaux. Il y a un chantier qui est là à partir de l'argent qu'on avait gardé dans un compte bloqué, le compte construction. Voilà, mais je dois dire que 20 $ ne suffisent pas pour avoir des bâtiments modernes d'une université. Il faut absolument un grand plaidoyer et c'est ce que nous faisons. Je l'ai fait d'ailleurs et je crois que dans les livres vous avez vu, j'ai eu l'avantage qu'il y a eu des sénateurs et je les salue, des députés nationaux qui ont eu à pousser ces projets et notamment les études de l'université de Goma. Au niveau du ministère du Plan, je crois que si tout va bien, il y a quelque chose qui pourrait bien se faire de l'ordre de 3 millions pour continuer la construction des bâtiments de l'université de Goma. Professeur, je parle quand même de l'audace que vous avez, puisque dans la planification que vous faites pour l'université de Goma, vous évoquez la concurrence accrue d'autres universités représente des défis de taille. L'université consolide sa stratégie de recrutement dans la province, une stratégie de recrutement continue à miser sur les écoles en développant une relation avec les promoteurs et en développant une stratégie marketing basée sur le contenu pédagogique. L'université compte recruter les meilleurs élèves de la province et du pays pour atteindre une masse critique de 15 000 en 3 ans et 25 000 en 10 ans. Je me dis, permettez-moi, professeur, d'évoquer audace. Pourquoi? Parce que non seulement vous n'avez pas d'infrastructure adéquate, mais vous avez le culot de tamiser tout de même les étudiants qui doivent intégrer votre université. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Bien, je vois que c'est un extrait du chapitre 10 qui porte sur le plan stratégique. Effectivement, j'arrive à Goma, l'université n'avait pas un plan stratégique. J'étais obligé, avec le concours des experts, et notamment sur des conseils des Al Kitenge que je salue encore, de doter l'université d'un plan stratégique. On y a beaucoup travaillé. Et ce plan stratégique nous a mené dans des grands projets, des grands programmes. Et le projet, c'est en fait un projet. On se projette dans l'avenir, on rêve. C'est des rêves qu'on caressait. Et des rêves réalisables lorsque ils sont accompagnés. Alors, le plan stratégique voulait que l'université de Goma, d'ailleurs, c'était des conseils, les conseils d'administration, c'était des recommandations du conseil d'administration des universités du Congo, les recommandations du ministère des tutelles. Tout le monde disait, mais chaque université doit avoir un plan stratégique. Et je pense que l'université de Goma était en avance par rapport à plusieurs universités de la RDC. Je salue d'ailleurs, il y a eu le ministre Théophile Bembaka. On a eu à faire une collation de grades en direct le même jour, on donne les diplômes, c'est des grands défis. Je reviens sur votre question pour dire que, effectivement, on voulait voir évoluer de manière consistante, évidemment qualitative aussi, l'université de Goma. Qu'on ne voulait pas voir la même, avec les mêmes infrastructures, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. On voulait la voir avec un autre visage après 5 ans, une autre configuration après 10 ans, une autre configuration après 15 ans. Et comme déjà, au niveau de la ville, elle prenait de l'ampleur, au niveau de la province, n'oubliez pas que c'est elle qui a présidé la conférence provinciale des chefs d'établissement, il y avait déjà de l'envol. Et quand vous voyez le plan stratégique, on s'était dit qu'il fallait diversifier les domaines d'enseignement. Non seulement on garde les domaines classiques, mais on devait avoir des écoles. C'est même permis au niveau de la loi sur l'enseignement supérieur aujourd'hui. Des grandes écoles, des gens qui peuvent venir, des écoles même ou des programmes de mise à niveau. Il y a des gens qui ont eu leur diplôme, mais qui ont besoin de petites formations de 6 mois ou d'1 année. On avait prévu tout cela. Mais on avait aussi prévu, comme on devait avoir un partenariat avec plusieurs institutions d'enseignement supérieur, l'enseignement des langues. Et on avait insisté sur les Chinois. Apprendre les Chinois. Vous verrez dans le plan stratégique, on avait voulu qu'à Goma, il y ait un centre de langues chinoises, à côté évidemment des centres de langues anglaises, espagnoles, etc. Pourquoi? Parce que quand vous voyez Goma, il y a
il y a beaucoup d'échanges entre Goma et d'autres villes, Dubaï et surtout la Chine. Les commerçants de Goma font, peut-être c'est pas le moment avec le Covid, mais en tout cas de mon temps, faisaient facilement la Chine. Et nous avions les matériels qui nous venaient de la Chine, et on a eu même beaucoup de nos étudiants ou beaucoup de gens qui allaient en Chine et qui avaient des contacts avec les Chinois. Et j'avais déjà établi 2 contacts avec 2 universités chinoises. Et on s'est dit, écoutez, une autre manière de pouvoir peut-être attirer ou, j'allais dire, rendre effective la coopération, c'est d'apprendre les langues. Ça permettrait à nos étudiants de bénéficier de bourses facilement, d'aller en Chine, ou même parce que les services à la société, c'est aussi cela. Les gens, les commerçants qui font la Chine souvent, qui peuvent venir au niveau de l'université, apprendre la langue. Et il y avait aussi un autre projet, toujours dans le plan stratégique. Goma, c'est une ville à côté des territoires qui l'environnent, essentiellement agricole. On produit du lait à Massissi, mais le lait, qu'est-ce qu'on en fait? On produit un peu de fromage à Goma, et notamment à Massissi. Qu'est-ce qu'on a fait? L'université voulait aussi être pratiquement un pôle de production avec la faculté d'agronomie. Et des amis me dérangeaient, me disent, mais vous êtes à Goma, mais vous comme universitaire, pourquoi vous ne pouvez pas être comme l'aide à la décision des décideurs politiques notamment? Et ils me dérangeaient, me disaient, voilà, je viens de déjeuner. Le matin, le thé est ougandais ou je ne sais pas, burundais. Le lait est rwandais ou belge. Le sucre vient du Thaïlande. Le riz que j'ai mangé vient... Il n'y a rien qui est produit ici alors que vous avez tout. Mais quel est le rôle de l'université? On a essayé de réfléchir là-dessus. Voilà pourquoi on a eu un plan stratégique ambitieux. Et donc les chiffres d'avoir 15 000, 20 000 étudiants après 15 ans ne doit pas vous impressionner si de moins ce plan stratégique avait été scrupuleusement respecté. Donc ce rêve reste, ce rêve continue, même si peut-être on a eu du retard, mais je pense que je crois à la bonne foi de mes successeurs qui pourront, de toute façon il y a un plan stratégique, on ne va rien inventer, il faut plutôt l'enrichir. Je crois que le moment venu, l'université de Goma a la vocation de pouvoir s'agrandir et devenir une très grande institution, aussi bien dans la ville, elle l'est déjà, dans la province et même dans le monde. Le chapitre 7, vous êtes revenu sur la violence, au pluriel, vous dites. Oui. Vous étiez effrayé, vous étiez dans le moi, vous étiez... Pourquoi y avoir consacré tout un chapitre? Je sais que dans l'imaginaire, c'est vrai. Est-ce que je me dis, est-ce que ce n'est pas du fait que lorsque l'on vous a invité pour venir à l'université de Goma, vous aviez émis des doutes par rapport à l'aspect sécuritaire et tout ça, jusqu'au point où même lorsque vous parlez de vos mémoires de 8 ans passés à la tête de l'université de Goma, vous évoquez la violence. Est-ce qu'elle a eu un impact psychologique sur votre personne, professeur, ou qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que vous avez touché quelque part, j'allais dire comme les Quinois disent au Nyati. Je dois dire que j'ai été marqué très négativement par ce chapitre-là. La violence estudiantine. La violence dans les institutions d'enseignement supérieur à Goma. Et je dois dire que cette violence a une particularité par rapport à d'autres institutions que j'ai eu à fréquenter. J'enseigne à l'université de Goma. Les étudiants peuvent être aussi violents, mais pas de l'ampleur systématique. De Kinshasa. Oui, de Kinshasa du moins. Pas de l'ampleur systématique que j'ai trouvée à Goma. À Goma, on planifie, on dirait que ça fait partie du quotidien. Mais évidemment, je dois dire, si je dois peut-être faire une allusion un peu globale, nous sommes dans une société essentiellement violente. Même à Kinshasa ici, je l'ai dit à nos étudiants, j'ai dit, vous voyez comment nous parlons, nous nous adressons aux gens. Il y a une violence verbale là-dedans. Il n'y a pas assez de courtoisie, de formules, de politesse au marché, et même quand on doit interpeller quelqu'un, un peu partout. Hein. Yo. Vous me connaissez, moi. Un peu partout. En fait, peut-être qu'il faudrait que plusieurs chercheurs, les psychologues, les sociologues reviennent sur ces phénomènes de violence, mais au pluriel parce qu'effectivement, j'en ai vécu de trop à l'université de Goma et à Goma essentiellement. Mais je dois dire que c'est souvent
aussi des violences ou des troubles commandés, téléguidés par des mains noires extérieures. Lorsqu'on veut s'attaquer au gouverneur, plus d'une fois on l'a fait, on utilise les étudiants. Lorsque il y a quelqu'un qui veut s'attaquer à un homme politique, on passe par les étudiants. Moi j'ai vu des étudiants revendiquer la construction ou l'asphaltage de la route en disant qu'il y avait trop de poussière sur les routes de Goma, et ils font des marches, ils perturbent la circulation, et le gouverneur m'appelle pour me dire: qu'est-ce que tes étudiants ont à faire avec la poussière? Est-ce que tu ne vois pas que tes étudiants sont manipulés? En fait, à l'époque, c'était un groupe de députés provinciaux qui en voulaient au gouverneur pour dire: mais ta ville là, il y a trop de... Il y a même de l'eau. Quand il pleuvait, il y avait des flaques d'eau. On surnommait lac tel, lac X. Et on utilisait ces genres de phénomènes, et surtout le phénomène de violence, pour un message politique. Mais en même temps, c'était aussi des messages qui étaient adressés aux recteurs ou à des professeurs. Lorsqu'un professeur est assez rigoureux ou assez négligent, lorsque le recteur a pris une décision d'exclusion d'un enseignant ou d'un étudiant qui a triché, ou un enseignant qui a falsifié les cotes, il faut passer par les étudiants, les troupes. En fait, on ne vous dit pas les motifs réels, mais on vous dit autre chose. On trouve une situation, on vous dit par exemple, il y a les tueries à Beni, non, on en a marre, et puis bon, on casse. Mais qu'est-ce que les tueries de Beni ont à faire avec la perturbation des études, des enseignements à Goma? Non, vous trouvez qu'il y a un message politique, ou du moins, bon, on ne veut plus du doyen ou de telle autorité, etc. Et je trouve que, effectivement, à Goma, il y a un vrai problème. Le problème, c'est que cette violence a une cause et elle peut s'expliquer. J'ai trouvé quelques explications là-dessus, mais j'ai dit, les guerres que nous avons connues dans cette partie ont eu un impact sur le comportement des gens. Ce n'est pas seulement des étudiants. Des guerres pendant des années, en fait, on a imprimé un esprit de violence de manière presque inconsciente. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une simple revendication débouche nécessairement à des pierres, à des casses et à des blessés. Alors, je pense qu'il faut bien réfléchir. Moi, j'ai juste décrit, ce sont des mémoires, mais c'est nécessaire, et je l'ai dit dans le livre, il faut qu'il y ait des psychologues, Est-ce que vous imaginez qu'une ville de Goma, qui a beaucoup de traumatisés, on ne trouve pas de psychologues? Je ne sais pas s'il y a combien de cabinets de psychologues. Moi, je vais vous donner un exemple. Je ne l'ai pas donné dans le livre, mais ça m'a marqué. Chaque jour, à un moment donné, j'ai fait presque 2 semaines, c'est la violence. Tous les jours, on doit aller à l'ANER, on est convoqué par le gouverneur. C'était l'étudiant qui a cassé, qui a blessé tel autre. On doit payer des factures à l'hôpital. Bref, dans les médias, on est vilipendé. Et à un moment donné, je dis, mais où est-ce que je suis? Cela va avoir un impact sur mon comportement. Je rentre en famille, parce que ma famille n'était pas à Goma, et mon épouse va constater que j'ai changé de comportement vis-à-vis des enfants. Je devenais un peu violent. J'étais toujours ce papa aimant, mais un peu impulsif, réactif. Mais toi, pourquoi pour un enfant, je dois toujours tonner ou essayer de donner des remarques. Madame va dire, mais il y a un problème. Et lors d'une consultation chez un psy, elle est allée, elle dit, mais il y a un problème. Et on va m'amener sans que je ne le sache. Elle me demande de l'accompagner. Mais en fait, en réalité, c'est moi qu'on a. Et je ne vais pas aller plus loin. La dame psychologue qui me recevait me dit, mais monsieur, vous êtes dans une zone rouge. Comment? Pour nous, c'est une zone rouge. Et je crois qu'on pense que ce que vous avez vécu pendant, et là, je venais de faire 3 ans, ce que vous avez vécu comme violence pendant 3 ans a eu un impact sur votre comportement. Et on a dû le travailler. Comment résister d'abord au stress? Et ça, je n'avais jamais eu ce genre de séance. Comment me comporter face au stress et à la violence? Et je pense que c'est pendant la 4e année, la 5e année, la 6e année, que finalement j'ai retrouvé mes repères. Et là,
j'étais dans toute ma puissance pour pouvoir diriger l'université. Ok. Voilà, donc la violence a fait partie du quotidien. Même aujourd'hui encore, par moments, je suis des étudiants violents. Mais ce n'était pas uniquement les étudiants de l'université de Goma. D'ailleurs, plus tard, ces étudiants ont été beaucoup plus disciplinés parce qu'on en a exclu beaucoup. Et c'était plutôt des étudiants d'autres institutions à côté, des instituts supérieurs à côté, qui ont continué et apparemment qui aussi aujourd'hui, au regard de la réprobation générale, commencent à se gêner, même si pour moi ce n'est pas encore totalement disparu. Une question, professeur, parce que nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission, en tout cas pour cet ouvrage. Je vous rassure, distingués téléspectateurs, il nous faudrait au moins 2 à 3 émissions pour éplucher correctement les contenus de cet ouvrage. Professeur, je vais revenir à votre... Vous êtes un scientifique rompu. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous particulièrement? Je l'ai dit vous parce que vous êtes un juriste. Mais visiblement, aux yeux de la population, c'est vrai, il n'y a pas eu des statistiques bien précises. Mais apparemment, vous les juristes, c'est vous qui êtes en train d'amener ce pays vers la décadence. En tant que scientifique, en tant qu'universitaire qui est appelé à toujours chercher à améliorer vos savoirs, votre savoir, qu'est-ce que vous reprochez à vous, universitaire particulièrement, de la faculté de droit en République démocratique du Congo? Bien, je crois que votre question, je peux tenter en argumentation, faire l'esquive. Je pourrais même prendre la partie qui m'intéresse. Quand vous me dites qu'est-ce que je reproche à mes collègues universitaires en droit au regard de ce qui se passe au pays, je dirais qu'il y a beaucoup de choses. Ça signifie quoi? Ça signifie que peut-être qu'on ne mène pas la recherche comme il faut. Et je dois dire que les conditions de travail ne sont pas les meilleures. Hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ce matin, il y a eu un aîné, un professeur qui m'a dit, au regard de la situation d'aujourd'hui, me dit, moi, je crois que je vais écrire quelque chose pour demander qu'on ferme les facultés de droit. Parce que tout ce que nous enseignons, ce n'est pas ce que nous vivons. Moi, je lui ai dit, mais professeur, pourquoi vous dites ça? Il dit, mais Jean-Paul, est-ce que tu ne vois pas que nous sommes perdus? Moi, j'ai dit, non, professeur. Mais je ne sais pas, au point de demander de fermer les facultés de droit. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. D'abord, au niveau scientifique, je pense que les facultés de droit produisent. Peut-être pas assez au sens des attentes et au sens de la concurrence. Concurrence nationale, mais surtout concurrence internationale. Mais évidemment aussi, il ne faudra pas qu'on tout le temps on pleurniche que les conditions dans lesquelles on vit, on travaille sont mal, ça ne nous permet pas de produire. Mais c'est aussi un élément de lecture de ce que nous sommes en train de dire. On ne peut pas totalement écarter cet aspect-là. Mais il y a aussi une discipline individuelle. Il y a des collègues qui ont eu à vivre dans des conditions meilleures que d'autres qui n'ont pas produit assez, distraits par d'autres préoccupations d'ordre économique ou politique, etc. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je crois qu'on sollicite beaucoup la justice, la Cour constitutionnelle notamment, le Conseil d'État. Mais ce sont des juristes qui sont là. Moi, je pense qu'il ne faudra pas non plus fétichiser ou déifier le droit. Le droit reste une science sociale. Ce n'est pas une science mathématique. Mais en même temps, les gens qui appliquent le droit, c'est des hommes qui peuvent avoir des convictions, qui peuvent avoir aussi des forces et des faiblesses. Et aussi, ce qu'on doit savoir, c'est que le droit suit les faits. Les faits précèdent le droit. Le droit, je pense, est au service quelque part du politique. Du politique. Quand je parle du politique au sens plénier du terme, au sens scientifique du terme, parce que en fait, ce sont des options politiques qui peuvent recommander ou orienter le vote d'une loi. Prenons qu'on cherche à avoir une politique criminelle beaucoup plus accrue, par exemple en disant maintenant tolérance zéro par rapport à la criminalité urbaine. On peut faire une proposition, même un projet de loi, qui vient pour renforcer la sanction pénale des délinquants citadins. Vous comprenez qu'on aura une loi, mais cette loi a été dictée par un choix et une option politique. Mais évidemment, ça c'est par rapport aux lois. Mais par rapport à l'application, à l'exécution de ces lois qui existent déjà,
C'est là le nœud du problème. Je crois que c'est un problème de justice, c'est des grands débats. Il y a plusieurs théories sur la justice, sur la pratique. Et je pense que vous avez quelque part raison de vous interroger. Mais aller jusqu'à dire que la faute est aux juristes, nous qui sommes à l'université, moi je ne partage pas totalement cet avis. C'est des juristes, bien sûr, mais peut-être qu'ils ont une autre lecture par rapport à ce que nous avons appris et nous apprenons à l'université. Mais je pense qu'il faut être suffisamment prudent pour ne pas jeter l'anathème directement à ceux qui appliquent la loi, mais en même temps, je pense que c'est aussi une interpellation pour eux, pour savoir réellement est-ce que la décision que nous avons prise va dans le sens du droit d'abord, mais lequel le droit est arrimé à des options et à des choix sociétaux, des choix sociaux de départ. Donc c'est une question assez globale et assez large. Je pense que ça touche directement au fonctionnement de la justice. Est-ce que la justice telle qu'elle fonctionne, elle est de manière satisfaisante? Satisfaisante pour qui? Satisfaisante pour quelle tendance? Non, mais pas tendance, mais pour quelle avancée de la société? Parce que, effectivement, on dit que la justice élève toute une nation. Est-ce qu'avec cette justice, nous avons l'espoir que notre nation pourra être élevée? C'est l'une des questions fondamentales qu'on peut bien se poser, aussi bien au niveau de l'université que dans la classe politique, mais beaucoup plus au niveau de la cité. Seulement, moi, j'ai un problème. Je vous en prie. C'est que, de plus en plus, n'importe qui s'improvise interprète de loi. Et c'est ça le problème au niveau de la RDC, surtout dans les milieux politiques. C'est tout le monde qui veut interpréter la Constitution. Mais pourquoi nous faisons 5 ans, 10 ans, d'autres un peu plus pour étudier le droit? Bon, d'autres s'improvisent pour X démarches, ainsi de suite. Bon, je ne dis pas qu'on ne peut pas ne pas avoir une compréhension de certaines règles, mais dès lors qu'on a laissé à la justice le monopole, et même d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que la justice qui interprète, bien sûr, évidemment, c'est une grande responsabilité pour ces acteurs de la justice de pouvoir faire les choses qui vont dans le sens de la satisfaction de l'intérêt général. Merci beaucoup, professeur. Une dernière communication avant que nous ne terminions, nous clôturions cette émission. Des attentes pour la jeunesse en République démocratique du Congo avant que je ne vous retrouve pour d'autres émissions, parce que vous avez tellement de savoir et je voudrais vraiment à ce que vous puissiez le partager avec les téléspectateurs que nous suivent. Les attentes, oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais je voudrais vraiment demander à la jeunesse de sortir d'abord de cet esprit d'autosatisfaction. Je pense que la jeunesse congolaise doit être consciente qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle doit être compétitive par rapport à d'autres et cette compétition est exigeante. Elle ne viendra pas du ciel. Ce n'est pas en allant, je ne sais pas, je n'ai rien contre les églises, mais ce n'est pas en allant passer une nuit ou je ne sais pas d'éveiller. Il faut travailler. Ce n'est pas la discipline et pas le travail. Et c'est cet esprit de discipline, de travail bien fait que nous avons essayé d'imprimer au niveau de l'université de Goma. Donc les attentes, il y en a beaucoup, mais si on veut aller et même construire notre nation, il faut alors travailler, être discipliné. Et le message que je peux envoyer aux autorités justement, c'est de mettre les gens au travail, de les mettre sérieusement au travail, et le bon travail, le vrai, pas celui qui amène à ce qu'on triche ou ceux qui commencent le travail à 10 heures pour terminer à 14 heures. Mais c'est vraiment un travail exigeant où on doit commencer très tôt et terminer trop tard. Voilà. Merci beaucoup, professeur Jean-Paul Seguiobé Bigira, qui a écrit l'Université de Goma entre répétition et invention. En fait, ce sont ses mémoires, puisqu'il a été recteur de cette université pendant 8 ans. Et présentement, il est aussi politique. C'est peut-être lors de prochaines émissions que nous aborderons les aspects politiques, puisqu'il est député national, élu du territoire, plutôt de la circonscription électorale de Rutshuru. Très bonne suite des programmes sur BSC Télévision et merci d'avoir accordé votre confiance à Lengo RDC, cette émission qui est en interaction avec vous. Au revoir.